Salut, c'est Toyako, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser un personnage et on va parler d'Ulquiorra Seifer, un Arrancar de l'illustre manga Bleach. C'est donc un des antagonistes principaux qui porte le numéro 4 dans l'équipe des Espadas. C'est un personnage très apprécié de la fanbase et il y a de quoi. Avant de commencer, je te laisse mettre un pouce et t'abonner si c'est pas déjà fait. Et c'est parti. Alors pour commencer, je tiens à dire que je vais spoil jusqu'au tome 42 et jusqu'à l'épisode 272. Alors pourquoi je décide de parler d'Ulquiorra? Tout simplement parce que c'est, je pense, le personnage qui m'a le plus marqué dans Bleach. Et de manière générale, il m'a beaucoup touchée et sa fin, elle m'a vraiment frustrée. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le personnage. Donc, on va en parler ensemble. Pour parler de lui, je vais aborder le sujet par rapport à ses relations qu'il a avec 4 personnages, qui sont pour moi centrales dans le personnage d'Ulquiorra et de son évolution. On n'aura pas un ordre chronologique tout le temps, mais à la fin, je vais prendre le combat final dans l'ordre et on va bien tout détailler ensemble. Alors c'est parti. On commence avec sa relation avec Aizen. Et là, ça va dépeindre vraiment le Ulquiorra qu'on découvre, le Ulquiorra froid, le Ulquiorra qui est dénué de toute émotion. La première apparition d'Ulquiorra se fait dans le tome 22, Conquistadores, car il apparaît avec Yami en véritable conquérant des humains. Moi, ça m'a énormément fait penser à Vegeta Nappa d'ailleurs. Bref, il est très froid et fait froid dans le dos par sa puissance et son manque d'humanité. Comme son aspect de la mort l'indique, il est vide. Mais dans son cas, ce n'est pas un simple holo. Il incarne le vide existentiel. Avant de devenir un Arrancar, il était dénué de tout sens, sauf la vue et n'a donc jamais goûté aux émotions et ne les comprend donc pas. Il croit ce qu'il voit. Et maintenant qu'il a rejoint Aizen, il ne fait que lui obéir sans se questionner, sans broncher, sans presque jamais vaciller. Il n'esquisse ni sourire, ni engouement, ni colère. Il exécute ses tâches pour son capitaine Aizen, avec réflexion et établit son rapport. C'est le bon soldat et sûrement le plus fidèle. Il exécute au mot près ce que lui ordonne Aizen. On a un exemple, après le premier passage à Karakura, il dit à Aizen ouais, vous m'avez dit de tuer tous ceux qui pourraient nous mettre des bâtons dans les roues, et franchement, il vaut pas le coup, quoi. Et là, oui, pour lui, Ichigo, il avait vraiment pas le niveau, donc c'est pour ça qu'il l'a laissé en vie. Aizen lui vaut une confiance aveugle, et donc pour lui, il n'y a pas de problème. Et c'est bien le seul en qui Aizen a autant confiance. Avec les autres espadas, ils semblent toujours ennuyés. Yami l'ennuie, Grimjo l'ennuie. Il se contente de faire son devoir par rapport à eux. Plus tard, sur ordre d'Aizen, il enlève Orihime. Puis il rapatrie tous les Arrancars en plein combat super excitant. Lui, il s'en fout. La mission, elle est accomplie, on rentre les gars. Pas de zèle, pas d'émotion qui entre en jeu. Ça, c'est le Ulquiorra de base. Un être froid et vide, qui applique au pied de la lettre ce que lui confie Aizen. Maintenant, on va voir qui a pu l'influencer. On poursuit avec sa relation avec Grimjo. Donc, Grimjo, Arrancar numéro 6. Tous les opposent. Grimjo est un Arrancar impulsif et qui obéit à Aizen par peur. Alors qu'Ulquiorra, lui, c'est l'inverse, hein. Il est très calme et il obéit à Aizen par fidélité. Ils sont constamment en conflit. Au début, par exemple, ils n'étaient pas d'accord sur le fait d'épargner ou de tuer Ichigo. Ulquiorra ne voyait pas l'intérêt de le faire car cela ne rentrait pas dans sa mission qui était de tuer ceux qui peuvent poser un problème. Et ici, j'insiste vraiment sur le fait qu'il a pris l'ordre au sens littéral strict. Pour Grimjo, il fallait s'occuper de ce Shinigami dès que possible, avant qu'il ne soit un risque. Ça n'intéresse pas Ulquiorra et la vie de Grimjo lui passe au-dessus de la tête. Pendant la mission d'enlèvement d'Orihime, il arrive pile au moment pour l'empêcher d'utiliser sa résurrection. Grimjo et tout ne faisaient en fait que diversion pour Ulquiorra. Il coupe encore l'herbe sous le pied de Grimjo. Plus tard, Grimjo se fait soigner par Orihime sous les ordres de Aizen. Je ne pense pas que ce soit anodin de la part de l'auteur d'avoir fait rapprocher Grimjo et Ulquiorra à Orihime et Ichigo. Voilà, on peut vraiment voir que c'est les deux Arrancars qui ont autant de rapports avec ces deux personnages principaux. Après le premier affrontement d'Ichigo contre Ulquiorra, Grimjo, il enlève Orihime pour sauver Ichigo, parce que il veut encore se taper contre lui. Et là, elle découvre donc ce que Ulquiorra lui a infligé. Il a un trou dans la poitrine
Et Grimjo, il lui explique que Ulquiorra, il fait ça à ses victimes des fois. Mais on en reparlera. Et puis Ulquiorra voit que Grimjo lui a volé sa proie, comme lui a fait avec Ichigo pour Grimjo. Et donc, il débarque. Une fois de plus, les deux sont en opposition. Grimjo guérit les blessures d'un ennemi qu'il a battu. Ils se disputent sur qui peut garder Orihime. Et Grimjo souligne qu'il est quand même bien bavard aujourd'hui. Il connaît assez Ulquiorra pour remarquer qu'il a changé. Ils combattent et Grimjo utilise en dernier recours une Kaha Negation, ce qui l'enferme dans une autre dimension. Grimjo affirme qu'il s'entretuerait, donc il préfère l'enfermer. Le nom est d'ailleurs assez évocateur. C'est plus ou moins boîte de refus en espagnol. Il réduit donc à néant les chances d'Ulquiorra de s'exprimer. Il est pourtant sur une bonne voie en ce moment. En fait, les deux, ils sont constamment en train de se freiner l'un l'autre. À travers Grimjo, nous avons pu découvrir un côté tenace à Ulquiorra, qui d'habitude fait preuve d'un calme permanent, d'un respect de l'ordre infini, et il ne perd jamais ses moyens. Mais là, il commence un peu à dévier, et on va découvrir ensemble ses nouveaux côtés. Ensuite, on va parler d'Ichigo. Donc la relation d'Ulquiorra avec notre protagoniste Ichigo. Dès leur rencontre, notre héros va créer un soupçon de surprise chez Ulquiorra quand il combat Yami. Ulquiorra, en partant, maintient quand même que ce n'est qu'un déchet. Mais devant Aizen et les autres, il mentionne le fait qu'il va progresser et que s'il ne s'autodétruit pas, il s'en chargera. Tiens, c'est intéressant comme phrase ça. Il le revoit après avoir mis le coup de pression à Orihime et note une progression. Mais c'est tout. Quand Orihime est prisonnière, Ichigo débarque et Ulquiorra le ressent. Il y a un parallèle entre les deux. On voit bien qu'ils vont devoir se foutre sur la gueule à un moment donné. Pour Ichigo, Ulquiorra il l'a un peu traumatisé. Mais voilà, c'est un de ses objectifs à abattre. Après le combat de Rukia, Ulquiorra il apparaît devant Ichigo et il lui fait la remarque que tiens, t'as progressé, t'as réussi à ressentir le sort de ta camarade. Et on voit que il observe beaucoup l'évolution d'Ichigo et son acharnement à en faire autant pour les autres. Il le provoque, en balançant que Rukia est morte. Mais comme il n'a encore touché à personne, Ichigo ne veut pas le combattre. C'est pourquoi Ulquiorra ajoute que c'est lui qui a manipulé Orihime pour le faire craquer. Je me demande si Ulquiorra est devenu aussi calculateur parce qu'il traîne trop avec Aizen ou parce qu'il se rapproche du cœur des hommes, petit à petit. Face à Ichigo, avec son masque de holo, il se dit « Oh mais il est comme nous, impossible !» Est-ce que c'est un début de surprise, un début de peur? En tout cas, il est toujours trop faible pour lui et il lui met une pression de fou en lui révélant son numéro qui est le 4. Et j'avoue que moi aussi j'étais choquée comme Ichigo parce que je pensais que c'était le numéro 1 ou peut-être le numéro 2. Et d'ailleurs cet élément, ça montre une fois de plus le lien entre Aizen et Ulquiorra parce que même si c'était numéro 4, Aizen il avait toute confiance en Ulquiorra. Et c'est là qu'on a la fameuse scène où Ulquiorra transperce Ichigo au niveau du trou de holo qu'il a lui-même. C'est donc ce qu'Ulquiorra ferait à ses victimes selon Grimjo. Qu'est-ce qu'il cherche à faire en faisant ça? Est-ce qu'il cherche ce cœur qui le fait tant se questionner? Il est déçu d'Ichigo, qui semble à bout, et le minimise, et même Orihime ressent qu'il disparaît. Le titre du volume et du chapitre sont les mêmes. Don't kill my volupture. Et volupture, ça a un lien avec des sensations très fortes. Donc ça, c'est ce qu'Ulquiorra n'a pas, et ce qu'Ichigo et Orihime ont profondément. Quand Ulquiorra se retrouve seul au Las Noches, donc là on est après le combat d'Ichigo contre Grimjo, et après qu'il soit sorti de l'autre dimension. Son objectif, il est simple, défendre le lieu, et Ichigo est dans ses pattes. Quand Ichigo débarque enfin, Ulquiorra dégaine son sabre, car ça y est, c'est une cible à abattre cette fois. Il remarque qu'Ichigo est plus fort. Est-ce que c'est grâce au combat contre Grimjo ou est-ce que c'est pour Inoue et ses Nakama? Qu'est-ce qui lui donne cette force? Et là, il lui dit qu'Inoue, maintenant, elle fait partie des leurs. Et donc, bien sûr, Ichigo refuse catégoriquement. Donc là, ça y est, on a vu la petite partie sur Ichigo, la base. On reviendra bien sûr sur la suite après. Maintenant, on va parler du 4e personnage, qui est bien sûr, pour moi, le plus important dans l'évolution d'Ulquiorra. Tu l'as deviné, c'est Orihime. Oui, je l'ai gardé pour la fin parce que moi, je trouve que c'est elle qui a permis le plus de changements chez lui. Quand il l'a rencontrée, il venait de juger tous les humains jusqu'à présent comme des poubelles. Mais pour Orihime, il semble revenir sur ses mots en voyant son pouvoir. Il lui dit « Tu es un étrange humain, femme ». Déjà, il ne la met plus dans le même panier que les autres. Puis, sur ordre d'Aizen, il l'enlève. Il tue ses gardes et fait des compliments sur son pouvoir,
tout en étant témoin de sa volonté de vouloir sauver les gens. Ensuite, il lui ordonne de venir avec lui, sinon il tue ses proches. Est-ce qu'à ce moment, il lui fait du chantage sur ça, car il comprend que c'est une corde sensible, ou ne fait-il qu'obéir aux ordres? Et pourquoi lui a-t-il laissé le temps de dire au revoir? Il ne risquait rien, certes, car elle était invisible, mais pourquoi? Je pense qu'elle avait piqué son intérêt, et qu'il voulait l'observer et voir ce qu'elle ferait. Il avait carte blanche d'Aizen après tout. On aura bien sûr une explication d'Ulkura plus tard, j'y reviendrai. À la table, avec tous les Arrancars, Aizen parle de 3 intrus. Et dans la phrase d'après, il parle de 4 humains. Donc tout le monde se demande mais qui est la 4e personne? Sauf Ulkura qui répond sans hésitation Inoue. Parce que bon, elle était retenue prisonnière ici. Lui, il ne l'oublie pas. Donc j'aime bien ce genre de petits détails. Puis il retourne la voir et la complimente sur son nouveau style. Et la prévient que ses compagnons sont là. Il la teste. Il continue de faire des actes inutiles à leur combat pour un objectif personnel. Il voit qu'elle ne comprend pas la raison, mais lui, il comprend qu'ils sont là pour elle. Il la pousse à dire qu'elle n'est que corps et âme pour Aizen désormais. Il a analysé ses réactions pour être sûr de la véracité de ses propos et conclut qu'elle est plutôt intelligente. C'est la seule personne qu'on le voit autant complimenter. Puis derrière, on a cette conversation avec Noitra qui le questionne sur sa relation avec Inoue, même si Ulkura nie qu'il n'y en a une. Il lui explique que de lui laisser dire au revoir et de se rendre d'elle-même était pour qu'elle s'attache un peu à eux et que les autres pensent qu'elle les a trahis. Mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien en sentiment, il s'étend en long et en large sur ce qu'elle a ressenti tout le long de cette procédure. On sait que c'était un plan monté par Ulkura et non par Aizen, car il le confirme plus tard quand il voit Ichigo et lui dit que ça aurait été une erreur de calcul de sa part si Orihime n'avait pas été vue comme une traîtresse. Quand il vient la nourrir, elle demande si Sado est mort, et lui ne comprend pas cette question, car de toute façon ils vont tous y passer, et ils sont cons d'être venus. Elle le baffe et il se retire. Il ne fait preuve d'aucun tact en employant un raisonnement logique face à une situation pourtant critique et horrible pour Orihime qui culpabilise. Plus tard, Orihime se retrouve seule avec Ulkura au Las Noches, qui la questionne sur ses émotions. A-t-elle peur, maintenant qu'elle est seule et qu'elle va mourir? En fait, avoir vu ses compagnons se donner autant de mal qu'elle l'a comblée et son cœur est avec eux. Et c'est le titre du chapitre. Six hearts will beat as one. Voici donc le cœur du sujet qui intéresse tant Ulkura, mais qui ne saisit pas. Leur cœur bat à l'unisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui qui voit pourtant tout n'a jamais rien vu de tel, donc cela ne peut pas exister. Est-ce qu'il le verra s'il lui ouvre la poitrine? C'est donc pour ça qu'il attaque ses victimes à cet endroit. Je crois d'ailleurs qu'on l'a vu faire ça juste avec Ichigo, qui fait partie des gens qui l'intéressent. Parce que si on reparle des gardes d'Orihime qu'il avait tués, alors là, il n'a pas du tout fait de trou pour voir ce qu'il y avait. Hein. Il les a tranchés en deux et puis basta. Donc pour résumer, on a Aizen qui a façonné le Ulkura froid, vide. On a Grimmjow qui l'a confronté et qui l'a vu changer. Et puis on a Ichigo et Orihime qui sont à l'origine de ces changements. Maintenant que nous avons vu qui est Ulkura et les points qui le font se questionner et évoluer, on va parler de la partie finale. Le combat entre Ichigo et Ulkura, et qui va clore donc cette histoire, se déroule sur 2 tomes, dont les titres sont très révélateurs. On a Lust et Heart. On va donc commencer par le tome 40, Lust. Donc chaque chapitre représente un des 7 péchés capitaux. Il commence d'ailleurs le tome avec un petit poème qui montre que le cœur est à la racine de tous ces péchés et des désirs. En premier, on a The Envy, donc l'envie, jalousie. Donc dans ce chapitre, on voit apparaître les 2 petites connes là qui veulent tout le temps faire du mal à Orihime parce qu'elles sont grave jalouses d'elle par rapport à Aizen. Donc il y a un petit rapport par rapport à ce péché capital là. Et surtout dans ce chapitre, on a une conversation très intéressante. Ichigo, il explique que maintenant, il arrive mieux à prédire les mouvements d'Ulkura. Et il demande, est-ce que c'est parce qu'il s'est rapproché des holos ou est-ce que c'est parce qu'Ulkura s'est rapproché des humains? Donc ça, c'est vraiment une belle phrase. Ça en dit long, ça montre que même Ichigo, il voit des petits changements chez Ulkura. Puis derrière, on a une scène où Orihime, elle protège Ichigo et Ulkura, il lui lance un regard glacial. Et là, je me suis dit, dans sa tête, pour lui, Orihime, elle fait partie des leurs. Est-ce qu'il s'est pas senti trahi et jaloux? Le chapitre d'après, c'est The Gluttony, la gourmandise. Bon, alors là, j'ai pas de gros rapport à ce péché capital. Donc là, je pense que l'auteur, il voulait tous les mettre
pour montrer que Ulquiorra s'ouvre à tout maintenant. Le seul rapport que j'ai trouvé, c'est qu'on voit Yami, on voit beaucoup Yami, et on sait que derrière il a une transformation débordante de puissance, etc. Mais voilà, je pense que c'était histoire que l'auteur il case le truc. Bref. Après on a The Greed, donc l'avarice. Et dans ce chapitre-là, on a un Ulquiorra qui est très insistant sur le fait que Yami ne doit pas l'aider dans ce combat. Ulquiorra refuse catégoriquement l'aide de Yami. Est-ce que c'est parce qu'il veut s'en occuper seul pour son propre plaisir et intérêt? Chapitre d'après, c'est The Pride, Orgueil. Donc dans ce chapitre, chacun veut un peu flex. Donc là, on a Ichigo qui sort l'holomorphose, et même Ulquiorra qui décide de montrer sa résurrection. D'ailleurs, le terme pour libérer son Zanpakuto à Ulquiorra, c'est enferme. Moi, je trouve que comparé aux autres espadas, c'est un verbe, une action qui est vachement dans la retenue et qui montre encore une fois ce côté vide et dénué d'émotions d'Ulquiorra. Il est renfermé, il n'exprime rien, en fait. Bon, de base. Ensuite, on a The Sloth, la paresse. Alors, pourquoi la paresse? Alors là, j'ai trouvé un petit truc, peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'en reviens toujours au fait que l'auteur fallait qu'il les case tous. En fait, à ce moment-là, il n'avait pas vraiment besoin d'utiliser sa résurrection, Ulquiorra. Il n'était pas en galère, donc est-ce qu'il aurait pas fait ça juste pour que ce soit plus simple le combat? C'est quand même une action bizarre de la part d'Ulquiorra qui, normalement, il est très carré dans ce qu'il fait, il fait jamais rien au hasard et rien de plus que demander en fait. Donc c'est pas une action normale de sa part. Maintenant, on va s'intéresser à sa résurrection. Il s'appelle Grand Diable aux ailes noires ou Chauve-souris en espagnol. Donc dans les deux cas, ces noms décrivent bien sa nouvelle apparence, mais je me suis demandé pourquoi la chauve-souris. Et donc je suis allée un peu chercher sur internet, c'est quoi la symbolique de la chauve-souris. Donc en fonction des cultures, il y en a pas mal, mais j'ai pris celle qui m'intéresse pour expliquer qui est Ulquiorra. Dans certaines croyances, la chauve-souris est symbole de renaissance, de transformation, de renouveau. Est-ce que c'est pas un peu le sujet de la vidéo, tiens. Mais voilà, bien sûr, c'est pas par rapport à sa transformation physique de résurrection, hein, c'est bien par rapport à sa transformation tout le long de l'histoire dans sa tête. Là. Une autre symbolique de la chauve-souris, c'est la guérison. Et ben, Ulquiorra, c'est le seul Arrancar qui est capable de se régénérer. C'est pas un truc de fou qui en dit long sur le personnage, mais c'est juste pour le lien un peu à la chauve-souris. Et une dernière symbolique que je trouve très intéressante, c'est qu'au Japon, la chauve-souris est vue comme l'exploration de l'inconscient. Ce qui est plus ou moins lié à sa recherche et découverte de sentiments qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. Les autres semblent éprouver des choses qu'il ne voit pas. Et pour lui, ce qu'il ne voit pas n'existe pas. Parce qu'on rappelle, hein, Ulquiorra, c'est le seul sens qu'il a, c'est la vue. Ensuite, le prochain péché, c'est The Wrath, la colère. On voit petit à petit la montée en pression d'Ulquiorra. Il pousse Ichigo à se battre à fond et lui montre sa puissance écrasante. Mais il n'y a pas de trace de grande colère ici. Mais on sait qu'elle arrive bientôt. Le prochain péché, c'est le plus important, c'est celui sur lequel l'auteur a insisté pendant plusieurs chapitres. C'est le nom du volume et c'est sur ça qu'on va beaucoup parler. Donc on y est, The Lust. Luxure. Alors déjà, petit point de langue, de traduction, etc. Je me suis demandé, mais pourquoi la luxure? Parce que ça n'a pas de sens. En fait, luxure en français, c'est vraiment l'appétit sexuel. Et c'est quoi le rapport avec Ulquiorra? J'en en voyais pas. Et en fait, heureusement que ça n'a jamais été traduit de l'anglais vers le français, parce que si on prend la définition anglaise de The Lust, c'est beaucoup plus général. Là, on est vraiment sur le désir intense de quelque chose. En anglais, on peut dire lust for power. En français, on peut pas dire luxure d'un grand pouvoir. Enfin, ça n'a pas de sens. On peut pas utiliser ce mot dans un autre contexte que appétit sexuel. Alors qu'en anglais, c'est un mot qui peut être utilisé pour plein de choses. Un désir fort pour quelque chose de matériel ou d'immatériel. Un exemple tout bête qui illustre cette différence entre le français et l'anglais, c'est que en français, sur la page Wikipédia, il y a 2 religions qui sont pas mentionnées, parce que bon, du coup, c'est un concept très religieux. Et dans la page anglaise, ils y sont, c'est l'hindouisme et le bouddhisme. Et justement, dans ces religions, le concept, il est beaucoup plus psychologique, il est beaucoup plus profond, large, etc. Donc, on va vraiment prendre le terme de luxure, mais dans le sens lust en anglais, qui a plus de sens pour Ulquiorra, je trouve. Petit résumé, lust, c'est donc un attachement profond pour une chose matérielle ou immatérielle, et qui conduit à des souffrances
et potentiellement à sa propre perte. Et donc ce désir intense pour quelque chose, est-ce qu'on peut pas dire que c'était l'exact opposé du Ulquiorra du début, qui n'avait aucun désir? Ou est-ce que justement, c'est pas sa définition parce qu'il a peut-être toujours désiré le fait de désirer quelque chose en fait? Bon, maintenant on repart sur le combat. Donc Ulquiorra ne comprend pas l'entêtement d'Ichigo face à sa puissance écrasante. Et donc il veut lui montrer ce que c'est le véritable désespoir avec sa Segunda Etapa. Alors là, mais pour moi ça veut dire tellement de choses cette scène. Déjà, ça veut dire qu'au final il était pas si fidèle que ça à Aizen. Il avait quand même son petit jardin secret. Alors est-ce qu'il a fait ça par peur, par, je sais pas, manque de confiance dans son groupe? Ça, je me le demande. Mais en tout cas, voilà, ça montre une petite faille dans cette loyauté infinie qu'il avait envers Captain Aizen. Et en plus de ça, il veut quand même la montrer à Ichigo. Donc ça montre bien qu'Ichigo, c'est quelqu'un qui est devenu très important pour lui. Il veut lui montrer sa puissance, sa face cachée, sa transformation que personne ne connaît. Mais c'est normal. Ulquiorra, elle est complètement déstabilisée par Ichigo, par ses réactions, et il veut à tout prix le comprendre, il veut voir jusqu'où il peut aller en fait. C'est là qu'Ulquiorra, il reprend le poème du début, et il dit que ce cœur engendre blessure et mort. Donc là, ça nous refait penser à la petite définition de Lust. Et Ichigo, il lâche pas, et donc Ulquiorra l'achève sous les yeux d'Orihime. Et là, il lui fait un trou aussi grand que le trou qu'il a en Segunda Etapa. Ça, j'avais pas remarqué, mais c'est vrai que la première fois, il lui fait un petit trou comme il avait, et quand il est en Segunda Etapa, il lui fait un gros trou comme il a à ce moment-là. C'est un petit détail. Bon, bien sûr, après, on a l'incroyable scène où Orihime demande de l'aide, et là, ça y est, ça part en cacahuète. Ulquiorra ne reconnaît même pas Ichigo. Il lui demande qui il est. Et ce même Ulquiorra lui dit « Il semble que tu ne comprennes pas les mots ». Alors je sais que c'est parce qu'Ichigo, dans cette forme, il est dénué de langage, même si bon, après, on va voir qu'il baragouine un peu, mais de la part d'Ulquiorra, c'est pas anodin comme phrase. Lui qui ne comprend jamais rien au comportement et motivation des gens, il ose dire ça. Ulquiorra montre du choc, voire de la peur, puis quand il est à terre, il demande à être achevé, car il ne vaut plus rien maintenant. Il n'a plus de sens. Et ça, c'est une autre inspiration de la chauve-souris, c'est la mort symbolique. Il se sent déjà mort. Cependant, quand Ichigo va achever Ishida, Ulquiorra s'interpose et l'attaque, et le fait ainsi redevenir humain. Ulquiorra, il sait qu'il est condamné, mais malgré tout, il a fait ça. On voit qu'après, il veut quand même terminer le combat, même s'il commence à disparaître. Et là, j'aimerais ici rebondir sur la phrase du début où il avait dit que Ichigo, il va s'auto-détruire et au pire, il s'en chargerait. Et c'est ce qui s'est passé. Ichigo, il a perdu le contrôle et c'est Ulquiorra qui a réussi à le faire redevenir humain, même s'il n'a pas réussi à le battre. Et ça y est, on passe au tome The Hot. Et on touche à la conclusion d'Ulquiorra. Franchement, c'est dingue là. On a un Ulquiorra complètement impuissant qui s'est enfin intéressé aux autres, mais il s'en va. Quelle frustration! Il n'aura pas fini son combat contre Ichigo. Il y tenait, et pas pour sa mission, mais par respect envers cet être de courage et de valeur qui fait tout pour les autres et qui veut se battre de manière honorable alors qu'ils sont ennemis. Il n'aura pas été achevé par lui, mais il aura cependant aperçu le cœur des hommes. Orihime s'approche sans peur et essaie de le toucher. Et c'est cette main tendue qui est le cœur qu'il essayait tant de comprendre. C'est ce genre de contact, de relations qu'il n'aura jamais connues, qui ont tant de sens. Quand il se met enfin à les comprendre et donc les désirer, c'est la fin. Est-ce une façon de revenir sur le fait que désirer mène à la souffrance et à la perte? Mais en tout cas, c'est l'histoire d'Ulquiorra. Alors j'ai gardé une fin un peu ouverte et philosophique car je trouve que c'est la beauté du personnage. Il amène à réfléchir, même si bien sûr on peut apprécier sans aller trop loin dans la réflexion, mais je trouve que voilà, ce que Kubo a fait avec ce personnage, c'est magnifique. Franchement, je pense qu'on aurait tous aimé voir Ulquiorra dans l'arc final pour voir qu'est-ce qu'il aurait fait, qu'est-ce qu'il aurait pu apporter maintenant qu'il connaît des concepts comme l'amitié, l'amour, le sacrifice. Ah, c'est trop rageant la fin. Mais bon, c'est aussi ce qui rend le personnage et sa fin aussi exceptionnels. Bon, j'espère que ce petit récit t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis dessus. Et si tu as des idées de personnages que tu voudrais que j'étudie, n'hésite pas à me les balancer en commentaire. Et je te quitte sur ça, je te dis à bientôt, abonne-toi et ciao!